pour l'instant, c'est l'heure des 4 vérités. J'invite Imbert, quel est votre invité aujourd'hui? Notre invité, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui est aussi, tout le monde le sait, l'ancien ministre des Affaires étrangères, notamment. Bonjour, monsieur Fabius. Bonjour. Et à ce titre de responsable du Quai d'Orsay pendant 4 ans, on vous présentera tout à l'heure votre livre, 37 Quai d'Orsay, où vous racontez ces 4 années passées à la tête de la diplomatie française. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé hier soir à Berlin? C'est la preuve que la menace terroriste reste au plus haut, qu'il faut craindre de nouveaux attentats? Le deuil de l'Allemagne, c'est aussi notre deuil. Et c'est vrai que ce qui s'est passé est effroyable et nous remet en mémoire ce qui s'est passé à Nice. Et ce qui prouve que partout, la menace terroriste existe et qu'il faut être absolument soudé. Justement, ce scénario qui rappelle celui de Nice, c'est en quelque sorte imparable. Est-ce qu'on peut sécuriser tous les lieux publics? C'est l'éternelle question. Je crois que le maximum est fait dans la plupart des pays. Mais c'est vrai que lorsque un individu accepte de se tuer lui-même pour tuer d'autres, c'est très difficile à éviter. Selon des informations qui ne sont pas encore confirmées, le conducteur du véhicule serait un réfugié afghan ou venu d'Afghanistan ou du Pakistan. Est-ce que cela va porter forcément un coup dur à la politique d'accueil des réfugiés initiée par Mme Merkel? Écoutez, attendons avant de savoir. Alors un autre acte terroriste a eu lieu hier, l'assassinat de l'ambassadeur de Russie, Ankara. Est-ce qu'il peut avoir, selon vous, en tant que spécialiste, encore une fois, des questions internationales, une influence sur le processus qui est en train de s'engager pour l'évacuation des réfugiés à Alep, en Syrie? Je ne crois pas, parce que du côté turc comme du côté russe, on a immédiatement réagi en disant que c'était une provocation pour éviter le rapprochement qui a eu lieu ces derniers temps entre la Russie et la Turquie. Et cet acte est évidemment, quelle qu'en soit le cause, abominable. Il doit être condamné très fermement. Mais c'est tout le problème de la Syrie qui est posé. Et j'en parle bien sûr dans mon livre, puisque j'ai eu à traiter cette question extraordinairement douloureuse. Il faut bien voir que M. Bachar el-Assad est le premier responsable de tout cela, et que Bachar el-Assad porte avec lui le terrorisme, comme la nuée porte l'orage. Ce n'est pas d'un côté Bachar ou le terrorisme. Il a besoin d'une certaine manière du terrorisme pour rassembler autour de lui une série de soutiens. Justement, vous écrivez dans votre livre, nous n'avons cessé pendant 4 ans de dénoncer les crimes de Bachar el-Assad, forcé de constater qu'il est aujourd'hui plus fort qu'il ne l'était au début de la guerre civile en Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas un échec de la diplomatie française, entre autres? Il y a un échec incontestablement collectif. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais d'où viennent ces crimes? Parce qu'il faut appeler Bachar un criminel. D'abord, de lui-même, puisque au départ c'était une petite révolte dans un petit village de Syrie, et il l'a traité de telle manière qu'aujourd'hui il y a 400 000 morts et la moitié de la population qui est déportée. Donc la responsabilité principale, c'est celle de Bachar. Ensuite, il y a la responsabilité. Pardon ? Pourquoi personne ne l'a arrêté depuis? Parce qu'il y a aussi une responsabilité de ses complices, à savoir les Russes et les Iraniens, appelons les choses telles qu'elles sont, et aussi parce que, je le dis, c'est un fait. Qui est-ce qui bombarde le territoire? Qui est-ce qui a des avions? Ce sont les Syriens et les Russes. Bon. Et d'autre part, il y a eu des insuffisances, des tactiques d'évitement de la part d'un certain nombre de membres de la coalition. Je parle du président Obama, je parle d'un certain nombre de divisions, et nous-mêmes, qui avons sans cesse agi, nous n'avons pas pu convaincre tout le monde. Hier, vous avez vu que sur la proposition de la France, une résolution a été votée. C'est positif et c'est très tardif. Vous parlez de la Russie. À propos de Vladimir Poutine, vous écrivez « Il a fait du rétablissement de la puissance russe l'objectif cardinal de son pouvoir. Oui. » Force est de constater qu'il y est parvenu. Mais à quel prix? 400 000 morts et la moitié du peuple syrien. Au-delà de la Syrie, est-ce que M. Poutine incarne aujourd'hui une Russie plus forte qu'avant son arrivée au pouvoir? Mais M. Poutine est un homme intelligent, un stratège. Et est-ce qu'il est dangereux, il a utilisé sa puissance militaire, sa puissance tout court, pour conquérir des positions là où d'autres n'ont pas résisté. Et c'est vrai que, alors que la Russie, on l'oublie toujours, est économiquement un pays assez limité. Savez-vous que la richesse, le produit intérieur brut de la Russie est inférieur à celui de l'Italie. Bon.
mais en même temps, il a des ressources naturelles considérables. Et puis, je le décris dans mon livre, il sait utiliser, comme dans un jeu d'échecs, les failles de ses opposants. Et son influence est aujourd'hui plus forte. Important. Le premier chapitre de votre livre, c'est la COP21 que vous avez présidé, on s'en souvient, l'accord de Paris qui doit aboutir à une signature générale pour une baisse du réchauffement climatique. L'année 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée. Ça vous rend optimiste on a ou un paradoxe. pessimiste? D'un côté, avec l'accord de Paris, puis sa ratification et d'autres décisions, on a fait un pas en avant considérable pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais la situation est extrêmement grave. Puisque donc est-ce que l'accord de Paris pourra être réalisé, au fond? Il faut mettre maintenant dans le jeu M. Trump. Et il faut dire que l'alerte climatique qui était déjà sérieuse, avec M. Trump, devient une alerte rouge. Car lui a pris position contre... il estime que le réchauffement climatique, alors que c'est reconnu par tous les scientifiques comme une réalité, est un canular. Alors vous êtes aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, à ce titre chargé d'organiser la prestigieuse, la plus importante des élections, l'élection présidentielle l'an prochain. Le Conseil constitutionnel a un petit peu modifié la règle des parrainages, non pas la règle, mais la procédure. On sera informé en temps réel, en quelque sorte, des 500 signatures. Aucun candidat ne pourra dire je ne les ai pas, on le saura. C'est la loi. C'est la loi qui l'a modifiée. C'est la loi que nous devons appliquer, bien sûr, puisque nous sommes le Conseil constitutionnel. Et c'est vrai que désormais, les parrainages, si je puis dire, seront transparents. C'est-à-dire que tous les mardis et tous les vendredis, nous publierons la liste des parrains, des candidats. Nous ferons ça donc à partir de l'année prochaine. Vous êtes aussi donc à la tête de cette institution qui rend des arrêts régulièrement. Le projet de loi de finances va sans doute être présenté, un recours sera sans doute présenté devant le Conseil constitutionnel. C'est le cas aussi de la loi sur la sécurité sociale. À quel moment nous travaillons jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que la loi qu'on appelle de financement de la sécurité sociale, nous allons l'analyser après-demain et nous rendrons notre décision publique. Et en ce qui concerne le budget, s'il est objet d'un recours, nous déciderons la semaine prochaine. Vous disiez en préface de votre livre que vous aviez accepté le Quai d'Orsay en 2012 parce que, je vous cite, vous aviez les querelles politiciennes. Charmes, ouais. Non, les querelles politiciennes, vous étiez devenu avec le temps insupportable. Vous confirmez ce sentiment à l'aube de 2017 je ne suis plus dans la politique active. Et je dois dire, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, mes regrets ne sont pas très profonds. Merci beaucoup, Monsieur Fabius. C'est à vous, Thierry. Très bonne journée. Merci beaucoup.